Ma mère a ri le soir où ma maison a brûlé. Pas un rire nerveux, pas un rire choqué, un vrai sourire satisfait, alors que les flammes dévoraient mon petit duplex à Belleville. J'étais debout sur le trottoir, pieds nus dans un t-shirt trop grand, encore tremblante à cause de l'alarme incendie quand ma famille est arrivée comme si elle assistait à un spectacle. Je suis Chloé Dubois. J'ai 29 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment fait partie de leur image de famille parfaite. J'étais juste le personnage secondaire qu'ils pouvaient blâmer quand les choses tournaient mal. Ma mère a regardé la fumée, a penché la tête et a dit, presque joyeusement, enfin, le karma a cramé les ordures. Mon père a croisé les bras et a ajouté, tu as cherché ça. Certaines personnes sont tout simplement maudites. Ils n'ont pas demandé si j'allais bien. Ils n'ont pas demandé si j'avais des chaussures ou un endroit où dormir. Ils ont filmé. Ils ont pris des photos avec les camions de pompiers derrière eux, prenant des selfies comme si c'était une séance photo audacieuse, plaisantant sur les légendes et les hashtags pendant que tout ce que je possédais se transformait en cendres noires. L'un d'eux a même dit, voilà ce qui arrive quand on s'éloigne de sa famille, comme si l'incendie était une sorte de leçon de morale qu'ils avaient commandée à l'univers. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je ne leur ai pas donné de scène à publier. J'ai juste fixé le téléphone dans la main de ma mère, mémorisé le son de leur rire par-dessus le crépitement du bois, puis je me suis retourné, j'ai commandé une voiture avec chauffeur et je les ai laissés là avec leur contenu. 1 an plus tard, je suis revenu dans leur vie sans flamme, sans essence, sans toucher une seule allumette, et j'ai quand même réussi à regarder leur monde soigneusement mis en scène brûler sans moi. Si vous voulez savoir comment la maudite est devenue la seule personne qui aurait pu les sauver, et pourquoi j'ai choisi de ne pas le faire, restez avec moi jusqu'à la fin. J'ai grandi dans la famille Dubois, où tout était un tableau de pointage et où quelqu'un se donnait toujours en spectacle, même quand personne ne regardait. Ma mère, Diane, a bâti toute une marque en ligne en se présentant comme une mère parfaite à laquelle on peut s'identifier, publiant des photos de cuisine impeccables et des dîners de famille du dimanche comme si nous étions une sitcom où rien ne dérape jamais. Mon père, Patrice, dirigeait une petite entreprise de rénovation domiciliaire et aimait parler d'efforts et de responsabilités personnelles, le genre d'homme qui dirait « pas d'excuses », tout en ignorant ses propres factures impayées empilées sur le comptoir. Ma sœur aînée, Sophie, vivait pour l'esthétique, organisant des mariages et des événements, publiant des réels de toasts au champagne et de guirlandes lumineuses tout en écrivant des légendes sur la vie intentionnelle. Mon jeune frère, Léo, était constamment à la recherche du prochain raccourci vers le succès, revendre des appareils électroniques d'occasion, spéculer sur les crypto-monnaies, toujours à un grand coup de réussir, toujours à une mauvaise semaine de demander à quelqu'un de le tirer d'affaire. Dans leurs histoires, ils étaient tous des personnages principaux. J'étais celle qui, dans les coulisses, s'assurait que les comptes étaient bons. J'ai déménagé dès que j'ai pu, troquant leur maison de banlieue bondée contre un petit duplex à Belleville où je pouvais m'entendre penser. Je travaillais dans les opérations financières pour une start-up technologique, ce qui est une façon élégante de dire que je passais mes journées à m'assurer que les autres ne jetaient pas leur argent par les fenêtres. Ironiquement, le seul endroit où l'on traitait mes compétences comme si elles étaient jetables, c'était à la maison. Maman m'envoyait des captures d'écran de ses contrats de marque et disait « Peux-tu juste jeter un œil à ça ? C'est tellement ennuyeux. » Papa me tendait des reçus dans des sacs de courses et marmonnait « Assure-toi juste que le fisc soit content, d'accord ?» Sophie me fourrait son ordinateur portable sous le nez, ouvert sur un budget de mariage, et se plaignait « Ces chiffres me donnent mal à la tête. Peux-tu arranger ça pour que ça ait l'air mignon mais pas terrifiant ?» Léo me spammait de textos, et, petite question, qui n'était jamais rapide et se terminait toujours par « Je te rembourserai le mois prochain ». Je leur disais que ça ne me dérangeait pas d'aider, et au début, je le pensais. C'était agréable de se sentir utile, d'être la personne calme qui pouvait démêler le désordre. Mais ils n'ont jamais appris. Ils n'ont jamais essayé. Ils me traitaient comme une application qu'ils pouvaient ouvrir quand les choses se compliquaient et fermer dès que c'était réglé. J'en ai eu assez d'oublier ce que j'avais fait pour qui et quand ils avaient promis de me rembourser ou au moins de me dire merci. Alors, un soir, j'ai ouvert une nouvelle page Notion et je l'ai appelée « Balance familiale ». Chaque fois que je corrigeais une déclaration de revenus pour mon père, je le notais. Chaque fois que je remaniais un budget de mariage pour Sophie, je le notais. Chaque fois que je mettais en place un paiement de facture automatique ou un rappel médical pour ma mère, chaque fois que je suivais un prêt ou que je réorganisais une feuille de calcul pour Léo, je le notais. Pas parce que je voulais leur envoyer une facture, mais parce que j'avais besoin de la preuve que je n'étais pas folle de me sentir épuisé. Devant la caméra, nous étions les Dubois,
une famille forte et unie poursuivant de grands rêves. Hors caméra, j'étais le filet de sécurité invisible sous la corde raide de tous les autres. Et le soir où ma maison a brûlé et où ils ont ri, toutes ces petites faveurs ont soudainement cessé de paraître si insignifiantes. Le lendemain matin de l'incendie, je me suis réveillé dans un hôtel bon marché près de l'autoroute, fixant un plafond crépi et essayant de me souvenir quelle partie de ma vie était encore réelle et lesquelles s'étaient transformées en fumée. Mon téléphone a été la première chose que j'ai vérifiée, par habitude. Il n'y avait aucun appel manqué me demandant si j'allais bien, mais il y avait des notifications. Un texto de Léo avec une photo floue de mon duplex incendié, encore interdit d'accès, avec des émojis de flammes alignés en dessous et la légende « Bienvenue à la maison ». Une capture d'écran de la story Instagram de Sophie que quelqu'un m'avait transmise, une table de brunch avec des mimosas et des toasts à l'avocat. Sa légende, certaines personnes brûlent les ponts et s'étonnent ensuite de n'avoir nulle part où aller. Le fil d'actualité de maman présentait un carrousel de photos douillettes de « soirée en famille » de la veille, comme si elle n'avait pas dit ce qu'elle avait dit pendant que ma maison était littéralement en train de brûler. Les commentaires étaient remplis de « objectifs » et « j'adore cette famille » et j'ai dû poser mon téléphone face contre la table de chevet parce que je pensais que j'allais le jeter contre le mur. J'ai vérifié mes courriels à la place. Le rapport des pompiers, les formulaires de déclaration de sinistre, des choses froides et nécessaires que je savais gérer. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai commandé un mauvais café d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis passé dans le mode que j'utilisais toujours pour sauver les autres, calme, méthodique, détaché. J'ai téléchargé des photos, rempli des champs, joint des documents et envoyé des courriels de suivi. Pendant que ma famille se moquait et riait sur les réseaux sociaux, c'est moi qui faisais le travail ennuyeux et adulte de la reconstruction. Personne ne m'a offert un canapé. Personne ne m'a suggéré de venir rester chez eux jusqu'à ce que je me remette sur pied. Pas même les gens qui aimaient prêcher, la famille d'abord, devant la caméra. Un collègue de la start-up, quelqu'un avec qui je n'avais déjeuné que quelques fois, m'a envoyé un simple texto, et j'ai entendu parler de l'incendie. Si tu as besoin d'un endroit où dormir ou d'aide pour la paperasse, je suis là. Je me suis senti plus comprise par ce seul message que par toute ma lignée. En une semaine, l'expert en assurance avait fait avancer mon dossier. En 2 semaines, j'avais trouvé un petit studio à Montparnasse avec des murs fins et des planchers qui craquent, mais une serrure et une porte dont personne dans ma famille n'avait la clé. Lors de ma première nuit là-bas, entouré de meubles empruntés et de boîtes qui sentaient légèrement la fumée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché la page « Balance familiale ». J'ai fait défiler des lignes et des lignes d'entrée, déclaration de revenus corrigée, budget reconstruit, prêt suivi, rappel programmé. Sous tout cela, j'ai ajouté une nouvelle section intitulée « L'incendie ». J'ai tout noté comme une écriture comptable, date, heure, ce qui a été perdu, ce qui a été dit. Maman, enfin, le karma a cramé les ordures. Papa, tu as cherché ça. Certaines personnes sont tout simplement maudites. La famille a ri, a pris des photos, est partie. Sous, note, j'ai tapé, personne n'a offert d'aide. Reconstruite seule. Puis j'ai fixé l'écran et j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac plus que les flammes ne l'avaient fait. Si je listais tout ce que j'avais fait pour eux au fil des ans et tout ce qu'ils avaient fait pour moi, le sol n'était pas juste déséquilibré, il était complètement inversé. Ils agissaient comme si j'étais la maudite, le maillon faible, le problème. Mais sans moi pour tenir discrètement leurs finances, leurs emplois du temps et leurs projets, leur version de la perfection ne tiendrait pas un mois. Cette pensée ne ressemblait pas encore à de la vengeance. Elle ressemblait à une graine, une question silencieuse qui germait au fond de mon esprit. S'ils pouvaient rester là et rire pendant que ma vie brûlait, pourquoi est-ce que je m'assurais encore que la leur ne brûle pas? Quelques mois après l'incendie, ma vie a commencé à retrouver une apparence normale en surface. J'avais mon minuscule studio à Montparnasse, une nouvelle routine, une pile de nouvelles feuilles de calcul au travail qui n'avaient rien à voir avec ma famille. Mais ils ne sont pas restés silencieux longtemps. Un soir, notre conversation de groupe familial s'est animée avec un mème. Léo a publié une image de benne à ordures en feu sur laquelle des confettis avaient été ajoutés avec Photoshop, avec la légende, la pendaison de crémaillère de Chloé. Sophie a répondu avec des émojis qui rient et a écrit « Attention, elle pourrait brûler le Wi-Fi la prochaine fois ». Ma mère a répondu « Ne soyez pas méchants », puis a ajouté « Rappelez-vous, on ne dit pas ça en public », comme si le seul vrai problème était le risque que quelqu'un fasse une capture d'écran. Le jour de mon anniversaire, Sophie a texté dans le groupe « Joyeux anniversaire, sœurette ».
Pas de bougies cette année, hein, et a ajouté un GIF de gâteau avec des feux d'artifice qui explosent. Personne n'a demandé comment était mon nouvel appartement. Personne n'a demandé si je voulais aller dîner. Il traitait ce qui m'était arrivé comme une blague récurrente, quelque chose qu'il pouvait sortir chaque fois qu'une conversation avait besoin d'une chute. En même temps, il comptait toujours sur moi comme si rien n'avait changé. Mon père a transféré un courriel de son comptable avec pour objet « Urge, document manquant » et a écrit « Peux-tu déchiffrer ça ? J'ai trop de chantiers en cours pour m'occuper de ces bêtises. » Sophie m'a envoyé un message séparé, joignant sa feuille de calcul de budget de mariage et disant « L'organisatrice que j'ai engagée est inutile. Peux-tu nettoyer ça avant que je l'envoie au lieu de réception ? Je t'en devrais une. » Léo m'a envoyé une photo de son solde de compte bancaire et de son application de crypto-monnaie, demandant « Si je vends ça maintenant et que je rembourse cette carte, est-ce que j'aurai encore assez pour réapprovisionner le mois prochain ?» Maman a appelé un après-midi, la voix douce. J'ai reçu cette lettre concernant mon assurance et des analyses de laboratoire. Peux-tu te connecter et t'en occuper ? Je déteste ces portails. Ils sont si déroutants. C'était comme si l'incendie n'avait jamais eu lieu dans leur esprit. J'étais toujours la calculatrice, l'agenda et la ligne d'urgence ambulante de la famille. La seule chose qui semblait différente, c'était moi. J'ai commencé à remarquer le schéma chaque fois qu'il faisait appel à moi. Il ne disait jamais s'il vous plaît, jamais merci, ne demandait jamais si j'avais le temps. C'était supposé. C'était attendu. Un dimanche, j'ai croisé ma mère à Naturalia. Elle avait un chariot plein de produits biologiques et un appareil photo à la main, parlant dans son téléphone de « se réinitialiser pour la semaine ». Quand elle m'a vu, elle s'est illuminée comme si c'était une occasion de photo. « Chloé, tu devrais venir pour le dîner du dimanche », a-t-elle dit. Ça fait trop longtemps. Les abonnés n'arrêtent pas de demander pourquoi tu n'es jamais dans les vidéos. Je lui ai dit que j'étais occupé. Son sourire a vacillé. Tu manques des souvenirs de famille, a-t-elle dit à voix basse, comme si mon absence était le problème, et non la façon dont il s'était tenu devant ma maison en flammes et avérie. Plus tard cette semaine-là, le fiancé de Sophie, Marc, m'a envoyé un message privé. Et, je sais qu'il plaisante beaucoup, a-t-il écrit. Et oui, ils sont allés trop loin le soir de l'incendie. Je ne défends pas ça. Mais Soph a vraiment besoin de ton aide pour les trucs du mariage. Elle est débordée. J'ai fixé le message pendant un long moment, sentant ce tiraillement familier entre l'envie d'aider et celle de me protéger. J'ai envoyé à Sophie quelques corrections rapides sur sa feuille de calcul, puis j'ai noté le temps passé dans « Balance familiale » avec une nouvelle étiquette, après l'incendie. Plus je parcourais cette page, plus elle ressemblait à un miroir tendu à notre dynamique familiale. Ils me traitaient de maudite, mais c'est moi qui maintenais leurs factures en ordre, leurs événements dans le budget, leurs soins de santé programmés, leurs activités secondaires à flot. Et maintenant, ils utilisaient ma pire nuit comme un mème tout en s'attendant à ce que je les sauve de chaque détail ennuyeux qu'ils ne voulaient pas gérer. La blague commençait à paraître moins drôle, du moins pour moi. Pour eux, cependant, j'étais toujours la chute et le plan de secours tout en un. Aux alentours du premier anniversaire de l'incendie, j'ai réalisé que ma vie s'était divisée en deux chronologies. Il y avait, avant l'incendie, où j'essayais encore de croire que ma famille serait là pour moi comme je l'avais toujours été pour eux. Et il y avait, après l'incendie, où j'avais la preuve vidéo dans ma tête d'eux souriant devant ma maison en flammes comme si c'était une toile de fond. Cet anniversaire est arrivé de manière inattendue. Je n'avais pas prévu de le marquer. J'essayais juste de survivre à une autre semaine de travail et de plats à emporter bon marché dans mon petit studio. Puis Sophie a publié quelque chose sur Instagram qui m'a frappé comme une gifle. C'était une photo d'elle et de Léo sur un bar en terrasse, avec la ligne d'horizon de la ville brillant derrière eux, légendé, un an que nous avons laissé partir l'énergie toxique et commencé à vivre pour de vrai. Certains ponts valent mieux être brûlés. Léo a commenté avec un emoji de feu. Ma mère a commenté, fière de notre croissance. Mon père a mis un pouce en l'air. Personne n'a dit mon nom, mais il n'en avait pas besoin. J'étais le pont. J'étais l'énergie toxique. Ils avaient réduit ma vie en cendres, littéralement et métaphoriquement, et avaient réussi à transformer ça en une citation de développement personnel sur leur guérison. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone à la main, et j'ai senti quelque chose durcir dans ma poitrine. Ce n'était plus une blessure fraîche. C'était de la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je suis allé sur Notion,
et j'ai cliqué sur « Balance familiale ». La page a chargé un mur d'entrée s'étendant sur des années. En haut, j'avais les catégories habituelles, impôts de papa, médical de maman, mariage de Sophie, prêt de Léo. En dessous, j'avais ajouté « L'incendie », il y a des mois, mais je n'avais pas vraiment regardé le reste dans son ensemble. Ce soir-là, je l'ai fait. J'ai filtré par chaque nom. Pour mon père, il y avait des dizaines d'entrées, mis en place le suivi des dépenses pour l'entreprise de rénovation, déposer les impôts trimestriels, corriger les revenus mal classés, nettoyer les factures impayées, envoyer des rappels. Chacune de ces tâches était un travail pour lequel il aurait dû payer un professionnel, mais il me l'avait refilé avec un haussement d'épaule et un « Tu es doué avec les chiffres, non ?» Pour ma mère, le registre montrait chaque fois que j'avais géré des portails d'assurance, reprogrammé des analyses de laboratoire, négocié avec un service de facturation, examiné un contrat de marque. Je me souvenais l'avoir entendu dire « Assure-toi juste que ce n'est pas une arnaque ». Je n'ai pas le temps de lire tout ça, tout en publiant sur le fait de prendre sa vie en main dans la même phrase. Pour Sophie, les entrées étaient un patchwork des célébrations des autres et des siennes, établi le budget pour le mariage Martin, corriger les dépassements, créer un échéancier de paiement pour les fournisseurs, remanier le budget du mariage de Sophie après le changement de lieu. C'est moi qui savais quels acomptes étaient remboursables, lesquels ne l'étaient pas, et à quel point elle était proche de dépasser son budget. Pour Léo, la liste était une série de petites mais constantes urgences, suivies du prêt pour le réapprovisionnement, calculer les chiffres pour la vente ou la conservation des cryptos, payer le minimum sur la carte de crédit depuis mon compte, à noter comme prêt, échéance le mois prochain. Chaque fois, il avait promis, je te rembourserai dès que je pourrai, et chaque fois, le « quand » s'éloignait davantage. En regardant tout cela exposé, j'ai vu ce que j'étais vraiment pour eux. Pas une sœur, pas une fille. Un système. Un service gratuit. L'infrastructure invisible sous leur vie mise en scène. Sans moi, mon père devrait affronter le fisc seul. Ma mère devrait réellement lire les contrats qu'elle signait et suivre ses propres rendez-vous. Le mariage de rêve de Sophie aurait un vrai prix attaché qu'elle ne pourrait ignorer. Le prochain grand coup de Léo se heurterait enfin au mur de la réalité au lieu de rebondir sur mon compte en banque. La pensée m'a effrayé et excité à la fois. Parce que si c'était vrai, alors je détenais plus de pouvoir que je ne m'étais jamais permis de le croire. Ils avaient qualifié l'incendie de karma. Ils s'étaient tenus sur le trottoir et avaient ri pendant que ma maison s'effondrait. Et ensuite, ils avaient continué à m'utiliser comme si de rien n'était, comme si leur mot n'était que de la fumée. Je ne pouvais pas contrôler l'incendie qui a détruit mon duplex. Je ne pouvais pas changer ce qu'ils avaient choisi d'être cette nuit-là. Mais je pouvais contrôler l'accès à mes compétences, l'accès à mon temps, l'accès au filet de sécurité qu'ils en étaient venus à considérer comme leur droit. Alors, j'ai pris une décision. J'en avais fini d'être la colonne vertébrale silencieuse de leur vie. J'en avais fini de sauver des gens qui ne m'offriraient même pas une couverture de rechange alors que j'étais debout devant mes propres cendres. J'ai ouvert une nouvelle section dans « Balance familiale » et je l'ai intitulée « Plan de sortie ». En dessous, j'ai écrit les étapes comme si je rédigeais un projet pour le travail. Étape 1, identifier chaque compte, identifiant, abonnement et feuille de calcul que je touchais pour eux. Étape 2, transférer la propriété avec un préavis approprié et supprimer mon accès. Étape 3, arrêter de faire des prêts, quelle que soit l'histoire triste. Étape 4, arrêter de résoudre des problèmes pour lesquels personne ne dit même merci. Il ne s'agissait pas de saboter quoi que ce soit. Je n'ajouterai pas d'erreur ni ne supprimerai de dossier. Je documenterai, je le rendrai et je m'en irai. Ils voulaient croire que l'univers m'avait puni pour m'être éloigné de ma famille. Très bien. Laissez-les voir ce qui se passe réellement quand je m'éloigne. Ils parlaient du karma comme d'un feu qui ne brûlait que les gens qu'ils n'aimaient pas. Ce qu'ils oubliaient, c'est qu'on ne peut pas empiler toute sa vie sur quelqu'un d'autre et ensuite être surpris quand tout s'effondre à la seconde où cette personne se retire. Je n'ai pas commencé par tout faire exploser. J'ai commencé par un message dans la conversation de groupe familial qui semblait presque anodin. « Salut », ai-je écrit, les doigts stables sur mon téléphone. Je dois vous informer que je vais cesser de m'occuper de vos finances, de votre paperasse ou de vos comptes. Au cours des prochaines semaines, je vais tout vous retransférer et supprimer mon accès. Je ne serai plus disponible pour régler les problèmes fiscaux, les budgets, les prêts ou les portails médicaux. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Après cela, vous devrez vous en occuper vous-même. J'ai regardé les bulles de frappe apparaître et disparaître.
Léo fut le premier, MDR. Quoi? Tu es fâché ou quoi? Sophie a suivi, c'est à cause d'un mème? Allons, Chloé. Ma mère a envoyé, on peut en parler au dîner. Ne prends pas de grandes décisions par texto. Mon père est resté silencieux pendant un long moment, puis a finalement écrit, fais ce que tu estimes devoir faire, mais souviens-toi que la famille doit être là les uns pour les autres. J'ai failli rire à celui-là. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste répondu, c'est ma façon de ne plus être là de cette manière. J'ai posé mon téléphone et je me suis mis au travail. Le lendemain, je me suis connecté au logiciel de comptabilité de mon père. J'ai exporté tous les rapports, j'ai rapproché ce que je pouvais et j'ai créé un simple document récapitulatif, ce qui était dû, quand c'était dû, à qui il devait payer et quel formulaire devait être envoyé au fisc. J'ai tout joint dans un courriel adressé à lui avec des objets clairs et des instructions qu'un étranger aurait pu suivre. Puis je suis allé dans les paramètres, j'ai remplacé mon courriel d'administrateur par le sien, j'ai supprimé mon propre accès et je me suis déconnecté. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré. Pourquoi est-ce que je viens de recevoir un courriel pour me connecter à ce truc, a-t-il texté. Parce que c'est à toi maintenant, ai-je répondu. Tout est à jour à ce jour. Après ça, tu devras le gérer ou embaucher quelqu'un. Il a renvoyé, tu réagis de manière excessive, comme si c'était un argument qui pouvait changer les identifiants de connexion. Avec ma mère, c'était plus désordonné mais pas compliqué. J'avais chacun de ces portails médicaux dans mes favoris, chaque mot de passe enregistré. J'ai parcouru et imprimé une liste de ses prochains rendez-vous, de toutes les factures impayées et des instructions pour réinitialiser son propre mot de passe. Je lui ai tout envoyé par courriel avec « Voici tout ce dont tu as besoin pour gérer tes comptes de santé par toi-même. » Je supprime mon accès. Puis j'ai désactivé tous les rappels sur mon téléphone qui disaient « Maman analyse » ou « Maman suivi ». Quand elle a appelé ce soir-là, sa voix était tendue. « Pourquoi tu fais ça maintenant ?» a-t-elle demandé. « Tu sais que je déteste ça. » J'ai gardé un ton neutre. « Parce que c'est ta santé, maman. Tu devrais être celle qui en est responsable. Tu parles tout le temps de prendre le contrôle de ta vie. Ça en fait partie. » Il y a eu une pause, puis un soupir frustré. « Tu fais du drame pour une maison qui était assurée ?» a-t-elle lâché. J'ai failli lui rappeler les mots qu'elle avait choisis cette nuit-là. Mais je me suis retenu. On ne convainc pas des gens comme ça avec des souvenirs. On s'éloigne, tout simplement. Sophie l'a pris le plus mal. Tout son mariage existait sous la forme d'une série de contrats, de factures et de feuilles de calcul que j'avais touchées. J'ai ouvert son fichier de budget de mariage, je l'ai nettoyé une dernière fois, j'ai ajouté des notes dans les commentaires sur ce qui était payé, ce qui était en attente et quelle date ne pouvait pas être manquée. J'ai transféré toutes les chaînes de courriel des fournisseurs vers sa boîte de réception avec « Tu voudras garder ça organisé ». Je me retire des conversations après ça. Puis j'ai supprimé mon courriel des documents partagés et des listes de contacts des fournisseurs. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné avec son nom qui clignotait. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle dit, sa voix aiguë et tendue. « Tu ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Le lieu de réception a besoin des chiffres définitifs. Le fleuriste attend le paiement. Je ne comprends rien à tout ça. Tu le sais. Tu es littéralement en train de saboter mon mariage en ce moment. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je me suis connecté à la dernière catégorie, le chaos de Léo. J'ai ouvert la feuille de calcul où j'avais suivi chaque euro que je lui avais avancé, chaque prêt à court terme qui s'était transformé en une blague à long terme. Le total m'a noué l'estomac. Je l'ai exporté, je l'ai sauvegardé, puis j'ai tapé un simple texto. Je n'enverrai plus d'argent, jamais. Si joins une liste de ce que tu me dois déjà. Je ne vais pas te courir après. J'en ai juste fini d'en rajouter. Il a répondu presque instantanément, allez, Chlo. Ne sois pas comme ça. Je suis sur le point de revendre ce stock et après je serai bien. J'ai juste besoin d'un dernier coup de pouce. J'ai fixé l'écran, puis j'ai éteint mon téléphone pendant 1 heure. Quand je l'ai rallumé, il y avait d'autres messages. Sérieusement? Pour un incendie pour lequel tu as été indemnisé. C'est froid. Tu sais que je compte sur toi. Une famille ne coupe pas les ponts avec sa famille comme ça. L'ironie de cette phrase aurait été drôle si elle ne piquait pas autant.
Au fur et à mesure que j'exécutais mon plan de sortie, pièce par pièce, leurs réactions sont arrivées, confusion, agacement, culpabilisation sur la loyauté. Personne n'a dit « Nous sommes désolés d'avoir ri de toi ». Personne n'a dit « Nous avions tort ». Ils n'étaient pas contrariés par ce qu'ils avaient fait. Ils étaient contrariés que je réagisse enfin. En une semaine, les fissures ont commencé à apparaître. Papa m'a texté une photo d'un avis du fisc mentionnant des formulaires manquants et des pénalités. « C'est quoi ça ?» a-t-il écrit. « C'est ce dont je t'avertis depuis 2 ans, ai-je répondu. Tu devras les appeler ou engager quelqu'un. Je ne suis pas ta comptable. » Sophie a fait exploser mon téléphone avec des captures d'écran de courriels de fournisseurs s'accumulant dans sa boîte de réception, demandant des paiements et des confirmations. « Je ne sais pas ce que ça veut dire », a-t-elle écrit. « Dis-moi juste quoi répondre. » J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. À la place, j'ai répondu « Tu dois lire tes contrats ou parler à ton organisatrice. » Je me suis retiré, tu te souviens? Ma mère a appelé un soir en milieu de semaine, à bout de souffle. J'ai manqué un rendez-vous au laboratoire parce que personne ne me l'a rappelé, a-t-elle dit d'un ton accusateur. Ils m'ont facturé des frais. J'ai laissé le silence s'installer un instant. C'est frustrant, ai-je dit finalement. Tu devrais peut-être le mettre dans ton propre calendrier. Tout le monde oublie parfois. Quant à Léo, ses messages sont passés du charme à la colère. Merci. Maintenant, je ne peux pas réapprovisionner, a-t-il écrit. Tu me fous dans la merde. Mais la vérité, c'est qu'il se mettait dans la merde lui-même depuis des années. J'avais simplement cessé d'amortir la chute. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je n'ai pas fait d'allusion voilée. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé mes repas bon marché et j'ai mis à jour, balance familiale, une dernière fois. Sous, plan de sortie, j'ai coché chaque étape que j'avais accomplie. À côté de la dernière case, j'ai tapé, toutes les responsabilités restituées. Puis j'ai ajouté une note sous, l'incendie, 1 an plus tard, la seule chose que j'ai brûlée, c'est l'accès. C'était comme boucler une boucle que je n'avais pas réalisé être encore ouverte. Il s'était un jour tenu devant ma maison et avait regardé ma vie se transformer en cendres comme si c'était un divertissement. Maintenant, ils se tenaient au milieu de leur propre feu lent et invisible, allumés par des années de paresse et de sentiments de droit. Et la seule personne qui savait exactement comment l'éteindre ne répondait plus à leurs appels. Les appels n'ont pas ralenti une fois que je me suis retiré. Ils se sont multipliés. Au début, c'était de petites choses, comme mon père transférant un autre avis du fisc avec « ça a l'air grave ». Peux-tu juste m'expliquer au téléphone? Quand j'ai répondu, je t'ai dit que je ne m'occupais plus de ça. Tu as besoin d'un expert comptable, il a appelé à la place. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal disant que, après tout ce qu'il avait fait pour moi, je pouvais au moins décrocher et expliquer quelques chiffres. Il n'a jamais mentionné la nuit de l'incendie. Les messages de Sophie sont passés de l'exigence à la panique. Le lieu de réception dit que si je ne paie pas le solde d'ici vendredi, je perds la date, a-t-elle écrit. Le photographe veut un deuxième paiement, et je pensais que c'était déjà couvert. Ces contrats n'ont aucun sens. C'est littéralement ce que tu fais. Pourquoi tu m'abandonnes? J'ai fixé le mot « abandonner » pendant un long moment. C'était presque drôle. La personne qu'ils avaient abandonnée sur un trottoir devant une maison en flammes était maintenant celle accusée de les laisser tomber. Le ton de ma mère a changé aussi. La voix d'influenceuse a été remplacée par quelque chose de brut quand elle a appelé tard un soir, et que j'ai accidentellement répondu avant de voir son nom. Chloé, a-t-elle dit, et il n'y avait aucune caméra près d'elle, j'ai manqué un autre rendez-vous. J'ai pris un rendez-vous pour une marque et un suivi chez un spécialiste en même temps, et le cabinet du médecin m'a facturé pour l'annulation de dernière minute. Le portail d'assurance est un désordre. Je n'arrive pas à suivre tout ça. J'ai pris une inspiration. Tu peux, ai-je dit doucement. Tu vas devoir. Tu parles tout le temps de prendre le contrôle de ta vie. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis sa voix s'est faite plus aiguë. C'est ridicule. Tu nous punis parce que ton appartement a brûlé et que tu as reçu une indemnisation de l'assurance. Tu gardes une rancune. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Non, ai-je dit. Je réagis à la façon dont vous m'avez traité quand ma vie était en feu. Il y a une différence. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse transformer ça en un discours sur le pardon pour le bien de ses abonnés.
Léo a été le premier à craquer. Il m'a coincé devant un café près de mon bureau, se mettant devant moi alors que je sortais avec ma boisson. « Tu ne vas vraiment pas m'aider ?» a-t-il dit, les yeux écarquillés comme s'il ne pouvait toujours pas croire que j'étais sérieuse. J'ai du stock dans mon salon et pas d'argent pour le revendre. Si je ne vends pas bientôt, je suis fini. Tu le sais. J'ai déplacé ma tasse dans une main et je l'ai regardée. Tu étais fini le jour où tu as décidé que mon portefeuille faisait partie de ton modèle économique, ai-je dit. Je ne suis pas ton investisseuse. Je suis ta sœur. Il a ricané. Les sœurs s'entraident. Tu te la joues nouvelle parce que tu as eu un mauvais mois. J'ai pensé à la fumée dans mes poumons, au plafond de l'hôtel, à la page notion remplie de toutes les fois où je l'avais sauvé de ses propres choix. Je n'ai pas eu un mauvais mois, Léo, ai-je dit. J'ai eu un incendie de maison et une famille qui l'a traité comme du contenu. Et ce n'est pas nouveau. C'est juste moi qui rattrape enfin la réalité. Sa mâchoire s'est crispée. Tu vas le regretter quand personne ne sera là pour toi, a-t-il lancé par-dessus son épaule en s'éloignant. L'ironie pesait lourdement dans l'air entre nous. Les semaines se sont transformées en quelques mois, et les conséquences de mon plan de sortie ont commencé à s'accumuler de leur côté de la barrière. Mon père a perdu un client de longue date après avoir manqué un renouvellement de licence qu'il avait toujours compté sur moi pour signaler. Ma mère postait moins souvent, puis a commencé à faire de vagues allusions à des problèmes de santé et au stress, évitant soigneusement le fait que la moitié du stress provenait des frais de retard et des rendez-vous manqués qu'elle me refilait autrefois. Le mariage de Sophie, celui qu'elle avait organisé sur des tableaux Pinterest et des planches d'inspiration pendant des années, s'est discrètement transformé d'un grand événement dans une salle de bal en une cérémonie plus petite dans un jardin pour une ambiance intime seulement. Je connaissais assez bien son budget pour reconnaître la manœuvre. Il y avait des fournisseurs qu'elle ne pouvait plus se permettre parce que les échéanciers de paiement des acomptes avaient été ignorés. Elle m'a envoyé un dernier message la semaine où elle a réduit la voilure. « Tu as gagné », a-t-elle écrit. « Mon mariage est ruiné. J'espère que tu es contente. » J'ai tapé et effacé mes 3 premières réponses. Puis j'ai finalement répondu, « Je ne gagne pas parce que ton mariage est plus petit, Sophie. Je gagne parce que j'ai arrêté de te laisser me traiter comme un outil au lieu d'une personne. Si tu voulais mon aide, tu aurais dû agir comme si j'avais de l'importance avant que tout ne s'effondre. » Elle n'a jamais répondu. Ma mère a essayé une autre approche. Elle s'est présentée à mon studio un soir à l'improviste, les yeux déjà brillants. « Chloé, nous devons parler », a-t-elle dit dès que j'ai ouvert la porte. Ton père est stressé. Ton frère a des difficultés. Ta sœur est humiliée. Cette famille est en train de s'effondrer. C'est ce que tu voulais. Je ne l'ai pas invité à entrer. Nous sommes restés dans le couloir sous la faible lumière jaune. Non, ai-je dit. Ce que je voulais, c'était une famille qui ne rit pas quand ma maison brûle. Son visage s'est durci. Nous avons mal géré ça, a-t-elle dit rapidement, comme si elle chassait une mouche. Mais s'accrocher à une seule nuit pendant si longtemps, laisser ça tout détruire. C'est de ta faute. Tu choisis de laisser l'amertume réduire cette famille en cendres. J'ai senti la colère monter, chaude et vive. Mais j'ai aussi senti quelque chose de plus stable derrière elle. Tu appelles ça de l'amertume, ai-je dit. J'appelle ça des limites. Je n'ai pas mis le feu à mon duplex. Je ne vous ai pas fait poser devant. Je n'ai pas publié de citation sur le fait de laisser partir l'énergie toxique 1 an plus tard. C'était vous. Tout ce que j'ai fait, c'est me retirer d'un rôle que je n'ai jamais accepté, votre comptable, thérapeute, assistante et bouc émissaire non rémunéré. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu par le mot. Bouc émissaire ? Oui, ai-je dit. Chaque fois que quelque chose tournait mal, c'était ma faute d'avoir déménagé, d'avoir dit non, de ne pas avoir joué le jeu de l'histoire de la famille parfaite. Quand l'univers vous a servi un incendie, vous avez décidé que c'était la preuve que j'étais maudite. Pas un signal d'alarme sur la façon dont vous traitez les gens. Je ne porte plus ça pour vous. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait vraiment s'excuser. J'ai vu quelque chose se fissurer dans son expression, mais ensuite elle a redressé les épaules comme si elle était de nouveau devant une caméra. Un jour, tu regretteras de nous avoir repoussés, a-t-elle dit. La famille, c'est tout ce que tu as à la fin. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que c'était peut-être vrai pour certaines personnes, mais ce n'était pas vrai pour moi. La famille n'était pas tout ce que j'avais. J'avais un travail dans lequel j'étais doué.
Des amis qui prenaient de mes nouvelles sans avoir besoin d'une crise pour se sentir proches. Un petit appartement tranquille qui était le mien, avec une serrure qu'ils ne contrôlaient pas. J'avais mon propre nom, ma propre vie, mon propre bilan, enfin séparé du leur. À la fin, ai-je dit calmement, tout ce que l'on a vraiment, c'est la façon dont on a traité les gens qui nous faisaient confiance. C'est ça qui revient. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, et je me suis appuyé contre elle un instant, sentant mon cœur battre. Ce fut la dernière grande confrontation. Après ça, le bruit s'est calmé. Les textos sont devenus moins fréquents. Les appels ont fini par cesser. Les anniversaires sont passés sans message dans un sens ou dans l'autre. Sur les réseaux sociaux, les Dubois se sont réinventés sans moi. Des dîners plus petits. Apprendre à accepter les saisons désordonnées. Un mariage simple et sincère, entouré de ceux qui comptent le plus. Derrière chaque légende, je pouvais lire les pièces manquantes, mais ce n'était plus mon travail de les combler. Dans ma propre vie, les choses sont devenues plus calmes et meilleures. Je gérais mon propre argent, pas le leur. J'économisais pour les choses que je voulais. Je partais en week-end sans demander la permission à personne ni essayer de réorganiser le chaos de quelqu'un d'autre d'abord. J'utilisais toujours « balance familiale », mais j'ai changé le nom en haut pour « ma balance ». Les anciennes entrées sont restées comme un rappel de ce que j'avais porté. De nouvelles entrées suivaient des choses différentes, séances de thérapie, kilomètres parcourus, temps passé avec des gens qui ne me demandaient pas de me faire petite pour les mettre à l'aise. Les gens en ligne adorent les histoires de vengeance où le méchant finit fauché, exposé ou suppliant en public. Mais la vraie vengeance dans mon histoire n'était pas de voir ma famille s'effondrer. C'était de les regarder enfin faire face aux conséquences d'une vie construite sur le sentiment de droit et l'image, sans que je tienne discrètement tout ensemble en coulisses. C'était de savoir que lorsque leur monde a commencé à brûler, je n'étais plus celle qui tenait l'extincteur. Si vous avez déjà été la personne sur qui tout le monde s'appuie jusqu'à ce que vous craquiez la responsable, la forte, la maudite, qui se fait toujours blâmer d'une manière ou d'une autre, je veux que vous entendiez clairement cette partie. Vous avez le droit de vous éloigner. Vous avez le droit d'arrêter de résoudre les problèmes des gens qui rient quand c'est vous qui êtes en difficulté. Vous avez le droit de fixer des limites, même avec votre sang, surtout avec votre sang. Ma mère a ri quand ma maison a brûlé. 1 an plus tard, leur monde a commencé à s'effondrer sans moi. Non pas parce que j'y ai mis le feu, mais parce que j'ai arrêté d'éteindre des flammes que je n'avais pas allumées. Voilà à quoi ressemblait vraiment le karma dans ma vie. Pas l'univers me punissant de m'être éloigné de ma famille, mais l'univers les laissant enfin sentir ce que c'est que de vivre sans la personne qu'ils tenaient pour acquise. Et pour la première fois, je n'étais pas dans la fumée. Je la regardais à distance de sécurité, respirant de l'air pur, enfin.